Mesdames et messieurs, son intervention devrait vous remuer. Je vous prie de faire une ovation à monsieur Alain Foka. Je suis très impressionné également qu'on m'ait invité ici parce que je pense qu'Élie prend des risques. Puisque, comme elle l'a dit, j'ai la fâcheuse tendance de me fâcher très souvent avec ceux qui m'ont invité. Généralement, on ne finit pas le repas ensemble. Je suis arrivé dans ce pays il y a 41 ans maintenant, venant de mon Cameroun natal avec mon bac. Et je venais faire des études de journalisme. Je me suis retrouvé à faire des études de journalisme et de sciences politiques dans une école que le Premier ministre a fréquenté et aime bien. Moi, je l'ai testé, particulièrement Sciences Po. C'est un souvenir que je garde pas dans mon esprit. Et je me suis retrouvé dans les médias où j'ai dû apprendre à parler comme les autres, à dire des choses très ampoulées, très bien, et à penser comme eux, jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais en train d'être façonné de la même façon. Et je suis parti d'Europe 1 et de la scène de Berlusconi, et je suis entré dans une maison qui est une maison internationale, on l'appelle la Radio Mondiale, peut-être parce qu'elle parle au plus grand nombre, où je tissonne un peu parce que maladivement je suis resté africain. Mais bon, ça c'est ma vie, tout le monde s'en fout de toute façon. Ce qui m'a amené, c'est que je ne veux pas parler comme on parle ici généralement, avec des chiffres, avec des graphiques, avec des choses savantes qui sont absolument utiles, importantes, parce qu'il faut des Lionel pour construire notre structuration. Je vais parler comme celui que je rencontre tous les jours, comme ceux que j'ai rencontrés sur le terrain pendant ces 35 dernières années. J'ai pris sur moi de dire il faut que l'histoire de la chasse cesse d'être racontée par le seul chasseur, parce que j'ai commencé un magazine il y a 29 ans aujourd'hui, l'histoire, Archives d'Afrique, qui est né dans des circonstances assez singulières. Comme vous, j'ai lu dans un document d'histoire que Jean-Bédel Bokassa était un anthropophage, qu'on avait trouvé dans son frigo des morceaux de viande humaine fourrés à la banane. Quand on entend ça, on a forcément envie de détester Jean-Bédel Bokassa. On se dit, mais c'est pas possible, comment il peut faire ça? Et puis je suis bantou et je me dis, mais j'ai jamais entendu qu'on mangeait de la chair humaine à la banane. Il y a un truc qui doit quand même, qui a dû m'échapper. Et dans ce journal, qui est un journal qui est un grand magazine français, qu'il a publié, avec la photo de Bokassa en couverture, je suis allé voir ceux qui avaient fait ce reportage. Personne n'a pu me présenter le monsieur qui avait écrit ce papier qui disait qu'on mangeait de la chair humaine fourrée à la banane. Et je suis allé à Bangui, j'avais la chance d'aller à Bangui, c'est pas un voyage extraordinaire, je vous l'accorde. Bangui, il faut aimer. Et pendant 2 semaines, j'ai cherché qui était le cuisinier de Bokassa qui avait donné l'interview. Je voulais voir ce phénomène qui faisait de la chair humaine fourrée à la banane. Et au bout de 2 semaines, j'ai pu rencontrer le cuisinier de Bokassa. Et quand je lui ai dit le nom du journal, je ne vais pas être attaqué en justice, mais bon, chacun voit de quel journal je parle, il m'a dit, je ne fais pas de sport, parce que le journal porte le nom match aussi. Et je lui ai dit, non, il ne s'agit pas de sport. Comment vous faisiez la chair humaine fourrée à la banane? Et le vieux s'est mis à pleurer, en disant, c'est de la sorcellerie ou quoi? Je lui ai dit, mais vous avez dit ça dans ce journal? Je lui ai présenté le journal. Il m'a dit, j'ai jamais parlé à un journal, je ne suis pas célèbre pour parler à un journal, etc., etc. Je suis retourné à Paris pour chercher le journaliste qui avait signé cette merveilleuse enquête, parce que c'était écrit enquête. Ça fait bien enquête. Et le monsieur avait quitté le journalisme et était dans la location des bateaux à Sète. Je suis allé le voir à Sète. Ce que je vais dire est
quand même assez sérieux. Il m'a dit, moi j'ai jamais écrit cet article. On a payé à mon magazine pour le publier. Et l'histoire, elle est simple. Bokassa, fâché avec Giscard, il fallait qu'il s'en aille. De la pire des façons, il fallait que nous ensemble, nous le détestions. Et Bokassa avait pour diamantaire quelqu'un qui vient de décéder d'un cancer fulgurant, qui est un grand ministre de notre pays, qui est devenu riche, personne n'a jamais demandé comment il s'est enrichi. Était le diamantaire qui vendait, soi-disant, les diamants de Bokassa sur le marché d'Anvers. Il s'est enrichi avec les diamants de Bokassa et quand il a fallu se débarrasser de lui, Giscard et lui se sont arrangés pour qu'il devienne un anthropophage. Et c'est devenu un cours d'histoire que l'on vous a cerné et tous nous avons détesté Bokassa. Oh, il n'était pas tellement fréquentant Bokassa. Pour devenir empereur, il fallait avoir un grain. Mais nous l'avons détesté avec la plus grande force. Et des histoires comme celle-là, on nous en a raconté tellement, tellement, et nous les avons tous gobées. Et c'est ce qui nous a fabriqué notre mental. Et à chaque fois où on dit corrompu, dès qu'on dit ça d'un chef d'État africain, allez, on est tous debout contre lui, tous vent debout contre lui. Jamais on a dit, mais pour qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur. Et le corrupteur est toujours le même. Et quand il a décidé de tuer le corrompu, il se sert de son média. Et nous le coupons. Peut-être qu'il faudrait que nous aussi, on raconte ceux qui sont venus corrompre chez nous. Et c'est là où l'histoire va être renversée. Et pendant les 29 années où j'ai fait Archives d'Afrique, je n'ai rencontré que des constructions qui travaillaient à faire que nous pensions que nous avions une case en moins, ou un chromosome en moins, quelque chose dans ce style, qui faisait que nous ne soyons que des corrompus, des incapables, mais incapables d'élaborer quoi que ce soit. Et quand vous étiez dans une bonne école, je suis sûr qu'on a dû dire à Lionel à chaque fois, ah, t'es pas comme eux, hein. Je pense que vous avez dû avoir ça dans plusieurs circonstances, hein, Gaëtan. À Bordeaux, on a dû te dire, non, t'es pas un noir comme les autres, t'es plus intelligent. C'est pour ça que j'ai détesté Sciences Po. Tout ça pour dire qu'il faut que nous prenions notre narratif à nous. J'arrive ce matin de Bangui. Je viens de Bangui ce matin où j'ai fait l'interview du président Touadéra. Oh, pendant plusieurs semaines, on parlait de Touadéra ici. Même le président Macron a dit, le président otage des Russes, otage des mercenaires russes, pas des Russes, otage des mercenaires russes. Pour nous, Touadéra, on lui soufflait des instructions en russe. À aucun moment, nous n'avons pris sur nous de nous dire, mais attention, depuis plus de 30 ans, la Centrafrique, qu'est-ce que j'ai dit 30 ans, depuis l'indépendance, de toute façon, la Centrafrique a toujours été dans le chaos le plus absolu. On a choisi un matin, après avoir tué Boganda, Dako. On ne peut pas dire que c'est une flèche, Dako. Après avoir, quand Dako a décidé qu'il va se libérer un peu, enfin il n'a pas décidé, il a découvert les Chinois. On l'a fait tomber pour le faire remplacer par plus intelligent que lui, Bokassa. Bokassa. Soudard, qui était, on sait ce qu'il était. Et après Bokassa, qu'est-ce qu'on a fait? Un jour, il a dit, je vais aller voir Muammar Kadhafi. On a repris Bokassa, Dako à Paris, on l'a mis dans un avion, et on a appelé ça l'opération Barracuda. On est allé chasser. On a dit à Bokassa, tu restes en Libye, nous on met Dako. Et nous avons applaudi. Et c'est l'histoire de la Centrafrique. On a Sangaris, on a la MINUSCA. La guerre n'a jamais cessé en Centrafrique. Trouvez-vous normal que, si le président s'est dit, puisque la guerre ne cesse pas, il ne puisse pas regarder une autre option? Et puis on a dit des mercenaires, des mercenaires. Mais Bob Denard, c'était un mercenaire. Il travaillait pour qui? Combien de nations
Combien de pays a-t-il déstabilisé à l'époque? Ça n'a choqué personne. Les Béninois qui sont dans la salle se souviennent du débarquement de Bob Denard à Cotonou avec ses mercenaires. Et j'ai écouté Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, plaisanter avec Laurent Fabius sur les mercenaires que nous avions, nous, ici en France, en Libye. Je ne dis pas qu'il faille incriminer la France. Je fais partie de ceux qui disent que c'est fini le moment où on doit dire « on nous a fait ci, on nous a fait ça, Macron il est méchant ». Non, c'est une histoire d'intérêt. Chacun doit être jaloux de ses intérêts, sauf que nous devons avoir notre narratif à nous. Je veux juste qu'on arrête de gober tout ce qu'on nous donne chaque jour, comme si c'était vérité évangélique. C'est ce que j'essaie de faire à ma manière, avec beaucoup de maladresse certainement, avec des erreurs certainement, mais que nous nous interrogions, nous qui sommes ici, sur ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Que nous arrêtions de suivre tout ce qu'on nous dit comme si on entrait en religion. Après l'islam, le christianisme, on est entré en démocratie, et on devient plus véhément que ceux qui nous les ont apportés. Peut-être qu'il faudrait qu'on soit un peu plus critique sur ce qui nous est apporté, ça va nous faire du bien. Moi, quand je suis arrivé, mes parents étaient des grands chrétiens, des protestants convaincus. Jésus, Marie, tout le temps. Et quand je suis arrivé, je suis allé à l'église. Dans l'église d'où je venais à Douala, les mauvais jours à l'église, il y avait 700 personnes. Je suis allé dans une église à Reims, il y avait 7 personnes. Et ils ne priaient pas de la même façon que moi. Je me suis dit, on a dû louper un truc. Et lorsque l'on regarde, nous tous, nous croyons encore plus que ceux qui nous ont apporté ces religions-là. Largement plus. Et ça fait toujours rire parce que le président Kenneth Kaunda avait dit un jour, non c'était Jomo Kenyatta, pardon, il dit un jour, ils sont arrivés, nous avions les terres et les richesses. Eux, ils avaient la Bible. Ils nous ont dit fermer les yeux, on prie. Quand on a ouvert les yeux, nous avions la Bible, ils avaient les terres. Peut-être qu'il faudrait qu'on récupère nos terres. C'est plus utile. Dieu aime qu'on soit riche aussi. Hein? Peut-être qu'il faudrait qu'on y pense. Je voudrais juste dire, quand Élie m'a invité, je me suis dit, est-ce que je viens? Je ne suis pas sûr que j'ai bien fait venir. Ça fait 40 ans qu'on fait des discours, on se réunit dans des maisons, tout ça, on construit l'Afrique. On va faire ci, on va faire ça. Tous réunis comme on est, on n'a pas construit une école, une église, j'en sais rien, une banque. On cause, on écrit, surtout les francophones. On cause. Et pour se donner bonne conscience, on dit, vraiment la France là, je ne comprends pas. Pourquoi ils nous détestent à ce point? Et chacun se console avec ça. Quand est-ce qu'on se réunit pour faire quelque chose de concret? À quel moment on se lève, on arrive à Abidjan, à Cotonou, à Niamey, et on dit voilà la banque de la diaspora. Moi, je suis venu parce que Élie m'a dit un jour, on va faire un fonds. J'y crois fermement. Un vrai fonds. Pas ceux où on va carotter l'argent après. Un vrai fonds. Parce qu'on doit avoir honte de nous. On devrait vraiment avoir honte de nous. On ne devrait pas pouvoir se regarder dans une glace. Quand, 60 ans après, si on multiplie les diplômes qu'il y a dans cette salle, on va être surpris. Je suis allé faire des documentaires je fais une série sur les blacks dans le monde. Tu le sais, Élie, j'ai fait black à Washington. Je suis allé au département d'État. La communauté la plus diplômée des États-Unis d'Afrique
c'est la communauté africaine. Mais la communauté qui n'a jamais rien fait chez elle, c'est la communauté africaine. Ici en France, je suis en train de faire la même série. J'ai interviewé le Premier ministre Lionel, j'ai interviewé un certain nombre d'entre vous. La communauté vérifiée la plus diplômée de France, même si on refuse de parler de communauté ici, elle est africaine. Les bonnes écoles, vous trouvez les Africains à chaque fois. Mais chacun fait ça pour lui et sa famille. Chacun veut acheter une maison au village où il ne va jamais. Surtout chez nous, les Mamlékés du Cameroun. Au cas où on va avoir un deuil et plus que... Mais jamais on ne dit, voilà un hôpital fait par les Camerounais, par les Congolais, par d'entre eux. Jamais. Alors le jour où je commencerai à respecter la diaspora, où je ne rirai plus quand on dit c'est des diasporiens pour dire il faut rien. Ce sera le jour où on aura fait quelque chose tel que quand on arrive, il y a un hôpital de référence. Surtout les médecins. Dans la région parisienne seulement, il y a 170 médecins africains. 170 répertoriés au Conseil de l'ordre. 170. Mais quand vous voyez chacun des médecins africains, il dit, oh, je vais faire quelques piges au pays là pour aider les gens. J'ai soigné, c'est gentil. Mais c'est pour leur ego. Construisez un hôpital ou changez la loi. Il existe un texte ici où quelqu'un se moquait de vous en disant, au lieu d'aller opérer, au lieu d'aller soigner en cachette, faites que la loi change pour qu'on puisse être inscrit dans 2 ordres différents. Mais chacun s'est dit, ah non, moi je ne veux pas de problème avec le conseil. Quand je vais là-bas, je soigne 10, 15 personnes, je reviens. L'agneau disait, le monde ça fait un saint de plus, jamais un pauvre de moins. C'est ce qu'on fait en permanence, on se donne bonne conscience. Ah, j'ai envoyé de l'argent au village pour le deuil de ma tante. Ah, l'enfant qui ne va pas à l'école, j'ai donné. Sauf que ça ne résout pas nos problèmes. Peut-être qu'il est venu le moment que dans des endroits comme ça, on se met à 10, 20, on fait quelque chose, ou bien si vraiment ce fonds-là existe, qu'on montre qu'on n'est pas des diasporiens en y mettant un peu d'investissement. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Parce que nos pays sont colonisés à un point où peu de gens savent l'ampleur de la colonisation qui existe. Je suis allé au Congo et je suis parti du Congo parce que j'ai fait une enquête sur les mines en fuyant. Et vous savez qui j'ai fuyé? Les Chinois, les Américains, les Anglais, tous ne voulaient plus qu'on voit, comme disent les Ivoiriens, leur derrière. Parce qu'il y a de l'esclavage au Congo. Et quand je dis esclavage, j'ai l'équipe avec laquelle j'ai tourné au Congo. J'ai des ministres congolais qui se sont mis à pleurer sur le terrain parce qu'il y avait des gens qu'on enchaînait, des Chinois, des Américains enchaînés au poteau dans leur propre pays parce qu'ils ont pris un gramme d'or, un morceau de cobalt et personne ne réagissait. Et vous savez de quoi je parle? Le Sud Kivu, le Nord Kivu, je ne suis pas sûr qu'il existe une pire colonisation que dans ces régions-là. Et on se gargarise, on est indépendant. Je ne sais pas où est cette indépendance, mais vous qui êtes ici, aidons notre continent à trouver cette indépendance-là, la vraie. Et en devenant riche et en investissant pour de vrais chez nous. En finissant avec ce rapport un peu compliqué que nous avons avec l'argent dans le monde latin, où on déteste ceux qui ont de l'argent, mais on veut tous avoir de l'argent. Essayons d'en avoir aussi. Il vaut mieux faire envie que pitié. Et les jeunes l'autre jour ont montré qu'ils ne veulent plus qu'on parle d'aide, mais de coopération, de partenariat. Mais pour qu'on fasse un partenariat, il faut quand même qu'on mette la main à la poche. Un petit peu, qu'on ait quelque chose dans la poche. Alors cotisons-nous
Et donnons-nous rendez-vous dans 1 an pour dire on va ouvrir un hôpital, peut-être à Niamey, peut-être à Brazza, avec l'argent qu'on aura cotisé. Si on a fait ça, on va gagner du respect. Mais si on n'a pas fait, de la même façon que je tire sur les autres, je ne vais pas me gêner. Voilà. Merci. Merci.